Et place sur Radio J à l'histoire et plus précisément, comme tous les matins, à l'histoire des Juifs de France. C'est votre feuilleton proposé comme tous les jours en compagnie de Christophe Dard et aujourd'hui nous vous proposons un portrait consacré à un homme dont les photographies évoquent à elles seules les grandes pages de l'histoire du XXe siècle, qu'il s'agisse de la guerre d'Espagne, du débarquement en Normandie et de l'épuration à la fin de la Seconde Guerre mondiale en passant par la création de l'État d'Israël. Il s'agit de Robert Capa, photographe, reporter de guerre. Ce globe-trotteur est témoin des grands bouleversements du monde. Et c'est en France qu'il va devenir célèbre et dont les clichés sont aujourd'hui encore dans les livres d'histoire connus dans le monde entier. Robert Capa, un photographe à Paris. C'est un épisode en plusieurs parties que vous nous proposez, Christophe, ce matin. Et je crois que tout commence en Hongrie, du côté de Budapest. Effectivement. André Erno Friedman naît le 22 octobre 1913 dans une famille de la bourgeoisie juive et non pratiquante. Il est le second fils de deux propriétaires d'un atelier de couture. À cette époque, la Hongrie fait partie du vaste empire austro-hongrois depuis à peu près une quarantaine d'années. C'est le vieil empereur François-Joseph Ier qui en est à la tête. D'ailleurs, depuis la création de l'empire austro-hongrois en 1867, tous les juifs sont émancipés. Ils peuvent développer leurs activités dans tous les domaines. André Erno Friedman a une malformation, il faut le savoir, à la naissance, puisqu'il est atteint de polydactylie. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, il a un petit doigt supplémentaire à l'une des deux mains. Ah, d'accord. Oui, voilà. Il y a des personnes à qui c'est... Oui, c'est très très rare. Oui. Alors à l'adolescence, donc à la fin des années 1920, il fréquente les milieux communistes révolutionnaires. Il est arrêté pour avoir participé notamment aux activités antifascistes contre l'homme fort de la Hongrie à l'époque, l'amiral Horthy. La Hongrie a connu la République après la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, lorsqu'elle acquiert son indépendance, mais quelques mois plus tard, les communistes prennent le pouvoir, puis sont chassés par l'armée roumaine et l'armée nationaliste de Miklos Horthy, qui prend la tête de la régence du royaume de Hongrie, autoritaire, brutal, réactionnaire. Horthy, qui s'inspire de l'Italie fasciste de Mussolini, est antisémite. Un numerus clausus limite par exemple le nombre de juifs pouvant entrer à l'université, leur interdisant certaines fonctions. Le jeune Friedman combat donc ce régime. À noter que Horthy, qui renforcera d'ailleurs les lois antisémites à la fin des années 1930, sera aussi tristement célèbre pour sa collaboration avec les nazis. Il aurait ainsi ordonné la déportation de plus de 430 000 juifs durant la Shoah. Le régime de l'amiral Horthy libère André Erno Friedman à la condition qu'il quitte la Hongrie, et c'est ce qu'il fait puisqu'il rejoint Berlin en 1931. Il a 18 ans et il veut devenir journaliste, même s'il ne parle pas finalement un mot d'allemand. Non, et grâce à son ami d'enfance d'origine juive et qui s'est exilé à Berlin, Eva Bensnio, il trouve un premier travail comme apprenti développeur dans une agence photographique berlinoise. Et c'est là qu'il se passionne pour la photographie et il fait notamment la connaissance d'un certain Simon Gutmann, patron d'une agence de presse qui lui fournit un appareil Leica, c'est une marque importante à l'époque. Friedman apprend les rudiments du tirage, du développement, il est rapidement promu assistant puis apprenti photographe. Le premier reportage de André Erno Friedman, c'est sur la visite de Léon Trotsky, vous savez, un acteur important de la révolution russe de 1917, ennemi numéro 1 de Staline. Il finira d'ailleurs assassiné au Mexique, exécuté par l'un des sbires de Staline. Et cette visite donc de Léon Trotsky à Copenhague, ça va être le premier fait d'armes, le premier reportage du futur Robert Capa. Et en 1933, lorsqu'Hitler arrive au pouvoir, Friedman, juif, immigré et classé à gauche, décide de quitter Berlin. Il part à Vienne, puis arrive à Paris en 1934. Il n'a pas beaucoup d'argent, mais a l'ambition de devenir un grand photographe. Dans la capitale française, il décide donc de changer son prénom et de se faire appeler désormais André Friedman. Il rencontre un compatriote, le photographe hongrois André Kertész, de 23 ans, son aîné, né en 1890 comme lui à Budapest, dans une famille bourgeoise et qui vit à Paris depuis 1925. D'ailleurs, Kertész partira peu de temps après à New York. Toujours à Paris, Capa va se rapprocher de deux photographes. David Chimin Seymour, dit Chim, réfugié juif polonais qui travaille pour l'hebdomadaire communiste Regard, et aussi, plus connu sans doute, Henri Cartier-Bresson, qui est alors un jeune photographe en vogue. Les trois hommes donc deviennent amis. Ils passent beaucoup de temps à refaire le monde dans les cafés de Montparnasse et on les appelle d'ailleurs les trois mousquetaires. Avec ses sourcils épais, ses yeux et ses cheveux noirs, Friedman plaît à la gente féminine et il rencontre une jeune femme née en Allemagne en 1910 dans une famille bourgeoise d'origine juive polonaise. Il s'agit de Gerda
Pohoril, Gerda ou Gerda, je ne sais pas trop comment Gerda, on peut dire Gerda. Gerda. Eh bien, c'est une étudiante antifasciste qui a fui l'Allemagne peu de temps après la prise de pouvoir d'Adolf Hitler. Friedman ne résiste pas à ses yeux verts, à sa chevelure rousse, à son élégance, ni à son intelligence et surtout à son fort caractère. Eh oui, une jeune femme parfaite en somme et aussi assez ambitieuse. Et justement, à cette période, il faut dire que les photos d'André Friedman n'ont aucun succès. Ça n'intéresse pas grand monde et c'est là justement que Gerda lui conseille de changer de prénom. Il s'appellera désormais Robert Capa, qui sonne américain et qui est plus facile à prononcer qu'André Friedman, dont en plus la connotation juive pourrait bien sûr lui valoir des ennuis vu le contexte de la période. Le prénom Robert, en fait, aurait été choisi en référence à l'acteur américain en vogue du moment, Robert Taylor, et le nom Capa, alors il y a deux versions, soit pour la ressemblance avec celui du réalisateur américain Frank Capra, qui est très connu à l'époque, mais peut-être aussi, selon d'autres sources, il aurait été surnommé Capa, ce qui veut dire requin en hongrois, dès son enfance. Bon, Gerda aussi fait de l'homme qu'elle aime un mondain élégant. L'objectif est qu'en fait, il en a avec un nom qui claque comme Robert Capa et un style plus chic, eh bien, ils réussissent tout simplement à vendre ses photos au prix fort. Et Gerda prend, elle aussi, un pseudo Tarot. Elle s'appellera désormais Gerda Tarot, là aussi sans doute pour donner une couleur plus cinématographique à son état civil, puisque cela ressemble beaucoup au nom de l'actrice Greta Garbo, qui est alors l'une des actrices les plus célèbres au monde. Et c'est en effet l'âge d'or du cinéma hollywoodien qui les inspire tous les deux, le parlant d'ailleurs qui est en plein essor depuis seulement quelques années, mais c'est bien du côté de la France que Capa commence à avoir du succès et à faire parler de lui. Il faut dire que le contexte de la période va l'aider, on le rappelle, c'est un homme de gauche et justement en 1936, il va immortaliser le Front populaire de Léon Blum dans plusieurs clichés, l'hebdomadaire Vue, qui a d'ailleurs été, il faut le rappeler, le premier magazine français à parler et à montrer des camps de concentration nazis, en l'occurrence Dachau et Oranienburg dans son numéro du 3 mai 1933, c'est donc dire si c'est un hebdomadaire important, va publier les photos de Capa et lui offrir même l'honneur de la couverture, une première pour le jeune photographe qui a alors 23 ans. Un autre magazine communiste, lui, Regard, publie également les clichés de Robert Capa. On le voit, grâce à Gerda Tarot, Robert Capa est devenu finalement un photojournaliste enfin reconnu et la France est le terrain d'une carrière qui décolle enfin. Mais c'est un autre événement qui va le faire entrer dans la cour des grands photoreporters à l'été 1936. Il part en Espagne avec donc Gerda Tarot qui vient d'être la première femme aussi à obtenir la carte de presse. Eh oui, une première en France, une femme assez formidable. D'ailleurs, il faudra en reparler, je pense, sur cette antenne de Gerda Tarot, car c'est vraiment la femme, malheureusement, qu'on a trop mis dans l'ombre de Robert Capa, mais qui peut-être en fait a façonné Robert Capa et qui devrait peut-être être devant lui, finalement, en termes de postérité. Comme toujours, je vous l'accorde. C'est en Espagne, en fait, effectivement, que se déroule, vous le savez, cette guerre civile entre les républicains et les franquistes, qui sera d'ailleurs immortalisée par le fameux Guernica de Picasso. Capa et Tarot prennent clairement position en faveur des républicains qui luttent contre le général Franco et ses hommes, et cela se ressent dans les photos. Capa photographie les visages des combattants républicains sous-équipés, mais motivés, livrés à eux-mêmes, séparés de leur famille. Il saisit les combats, les populations qui subissent les bombardements. Et d'ailleurs, c'est de cette période, il y en a que date, on va dire, l'une des photographies qui va faire la renommée de Robert Capa. L'une des images les plus importantes de l'histoire de la photo, c'est celle qui représente un milicien républicain s'effondrant après avoir été touché par une balle, les armes à la main. Il s'agit d'un militant anarchiste tué le 5 septembre 1936 sur le front donc espagnol. Et oui, cette photographie, mort d'un soldat républicain, est en effet très célèbre. Merci beaucoup Christophe donc pour la première partie de ce portrait consacré à Robert Capa et la suite de sa vie pleine de rebondissements. Et bien ce sera au prochain numéro, toujours à vos côtés, donc de l'histoire des Juifs de France.